bien, bonsoir à tous, bienvenue sur Andromag et c'est bien sûr sur Watch, la seule émission 100% Android qui passe à la télé. J'espère que vous êtes aussi ravis de nous retrouver que nous le sommes de vous retrouver également. Ça commence bien, voilà, petit track comme si c'était un retour aux premières. Donc en tout cas, bienvenue à tous pour cette nouvelle émission. On va parler de notre petit OS préféré et pour ça, je suis toujours accompagné de mes camarades et dont Jason. Salut Jason, ça va? Salut Mathieu, oui ça va et toi? Écoute, impeccable, prêt pour renchaîner sur une saison. Eh oui, et là c'est deuxième émission. Hein. Exactement. Et puis pour nous accompagner, il est là depuis un petit moment, il a pris ses quartiers et on est ravis de l'avoir avec nous dans la team. C'est Quentin le youtubeur. Quentin, salut, ça va? Envoyé spécial, bonjour Mathieu, bonjour Jason, comment allez-vous? Bonsoir à tous, bonsoir monsieur Quentin, en direct de chez vous, si j'ai bien saisi. Exactement, nous sommes actuellement dans les studios. Dans les studios du centre de la France. Far away. Far away, donc voilà, impeccable. Et on a un invité, quelqu'un que je suis ravi d'avoir avec nous parce que ça fait un moment aussi qu'on pensait en faire une émission avec lui, Nicolas Cattard. Salut Nico. Bonjour à tous, salut Mathieu, ça va? Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Nicolas Cattard, j'en doute, vraiment j'en doute, eh bien il officie dans plein d'activités différentes, mais moi je le suis tout particulièrement sur sa très belle chaîne YouTube que je vous invite à découvrir si c'est pas le cas, qui s'appelle The Grand Est. Et dis-nous un petit peu ton parcours, un petit peu Nico, qu'est-ce que tu fais de beau dans la sphère du web, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut voir du Nicolas Cattard partout? Écoute, elle dure combien de temps l'émission? Parce que je peux tout raconter, mais ça va être long. En gros, il y a plusieurs années, j'ai travaillé chez Microsoft et j'ai monté la chaîne MSN Vidéo, qui était un genre de YouTube, mais à l'époque, voilà, chez Microsoft, chez MSN. Je m'en suis occupé pendant plusieurs années. Ensuite, j'ai évolué dans plein de sphères dans la vidéo sur le web. Et en 2011, j'ai monté ma boîte de prod vidéo et j'ai lancé une émission qui s'appelait Fresh News à l'époque, qui était un JT quotidien de l'actualité high-tech, qui a eu un Golden Blog Award en 2012. Et ensuite, j'ai vendu le concept à un média et j'ai continué à faire l'émission pendant 2-3 ans. Voilà. Et après, j'ai lancé la chaîne YouTube et maintenant, mon activité se partage entre ma boîte de prod vidéo, qui est plutôt de la prod corporate, et ce que je fais sur YouTube. Exact. Voilà. Et si tu veux tout savoir en tant que suiveur, que follower, que fan un petit peu de ce que tu faisais, Fresh News était vraiment un de mes programmes préférés. Je sais que c'était très très lourd à gérer tous les matins à faire. Et notamment aussi, je pense à ton ancienne collaboratrice qui était très sympa aussi. Voilà, donc je voulais te faire cette petite dédicace. Fresh News, ça nous manque. Donc si un jour t'as rien à faire, n'hésite pas. C'était dur, hein. C'était une émission tous les matins. J'arrivais au bureau à 6h. Et l'émission devait sortir à 9h ou 9h30, quoi. Tu vois, exactement. C'était écrit le matin, quoi. Ouais. Et pour te dire, c'est des trucs que je devrais pas dire, mais que j'écoutais ou que je regardais au boulot, discrètement, tu vois, avec un onglet sur le côté. Et mais puis, après, c'était un format court, c'était ça qui était bien. Oui, voilà, exactement. Et là, tu viens de te faire virer parce que ton patron t'a entendu. Exactement, voilà. Et je l'embrasse d'ailleurs actuellement. Je voulais aussi vous dire un gros bonsoir à tous ceux qui sont déjà là et qui nous suivent ce soir, donc avec le dièse Andromag sur Twitter. Je pense à Didier Méance qui est toujours là, fidèle au poste. Ça nous fait super plaisir de l'avoir. Et j'ai une grosse aussi pensée pour Frédéric Cavaille qui nous suit depuis un établissement hospitalier avec toute une team de camarades. Je sais qu'il est plutôt côté Apple, mais il m'a promis que ce soir dans la team, il y avait des gens qui étaient pro Android et je suis ravi de l'entendre. Pour retrouver cette émission, c'est simple. Tout d'abord, vous avez la chaîne Watch qui est disponible sur les box. Et vous avez également la possibilité de revoir tout ça en replay, que ce soit sur YouTube ou Dailymotion si vous avez une préférence. Et vous pouvez aussi également retrouver cette émission en format podcast, donc sur iTunes ou sur vos applications de podcast préférées. Donc oui, sur Google Podcast aussi également, qui est disponible. Donc n'hésitez pas et surtout n'hésitez pas à nous soutenir, c'est très simple, en vous abonnant, en likant les vidéos et en même temps en nous mettant une petite note sur iTunes pour nous aider dans le référencement, pour faire découvrir ces très très belles émissions disponibles sur Watch au plus grand nombre possible. Jason, je te propose qu'on enchaîne avec le sommaire de ce soir. De quoi allons-nous parler? On va parler de beaucoup de choses comme d'habitude, donc on va commencer avec Google qui facilise, enfin le premier appareil qui est sorti sur l'OS de Google Android à 10 ans.
Donc, notre petit OS a pas vraiment 10 ans, mais en tout cas, les premiers appareils commercialisés à 10 ans. Légèrement plus vieux, mais je voulais l'amener avec moi ce soir, c'était très important. Puis après, on va parler de OnePlus qui va bientôt sortir un nouveau téléphone. On va parler également de Honor qui va lui aussi annoncer 2 téléphones. Et aussi de LG, Google et Huawei pour la partie news. Et enfin, on va également parler de cette petite montre connectée. Exactement. Test. Exactement. Donc un gros programme en perspective et du coup je propose qu'on démarre tout de suite après ça. Alors les amis, on a quand même un petit anniversaire à célébrer, hein, donc c'est les 10 ans du premier appareil. Oui. Commercialisé par c'est le HTC Dream ou Exactement. HTC G1 pour les intimes. Donc c'était vraiment le premier téléphone sous Android. Donc c'était Android 1.1 à l'époque. Exactement. Et après il a eu le droit à une mise à jour qui lui a fait passer Android 1.5, donc qui était la première version Android avec un nom de gâteau, si je me souviens bien. Exactement. Qui était Android Cupcake. Exactement. Donc voilà. Tout à fait. Et pour la petite histoire, j'ai vécu cette époque préhistorique. Puisque moi j'avais porté mon dévolu, on va dire, sur le HTC G2 qui était le HTC Magic, voilà, qui était mon premier smartphone sous Android. Est-ce que toi Nico, tu te souviens de ton premier smartphone sous Android? Non, je m'en souviens pas du tout. Moi je me souviens que quand Android est sorti, moi j'étais sur Nokia et c'était Symbian OS. Et Android, je regardais ça de loin, quoi, mais je crois que mon premier smartphone sous Android, ça a dû être le... Waouh, c'est difficile à dire. Peut-être le Galaxy S2, je crois, un truc comme ça. D'accord. Ouais, un truc comme ça. Ouais, pas sûr. Et après, je suis vite passé sur iPhone. Moi, après Nokia, je suis vite passé sur iPhone. D'accord. Alors que moi, tu vois, j'ai fait le même switch que toi, mais moi, je suis passé de Windows Mobile, qui était en 6.5 à l'époque, qui allait devenir Windows Phone. Hein, donc, j'ai fait la version 6 de Windows Mobile. T'as connu le Windows Mobile avec le bouton démarrer en bas de l'écran? Exactement, avec le stylet. Donc, j'avais commencé avec les HTC de l'époque. Moi je travaillais chez Microsoft à l'époque, on était obligé d'avoir des Windows mobiles et c'était la galère, je te jure. J'aime beaucoup le ton de... On était obligé, torture. Voilà, on a manifesté, on a fait grève. Et pour le coup, voilà. Est-ce que toi, Quentin, t'as une petite histoire à propos peut-être de ta première expérience sous Android? Alors moi, ma première expérience sous Android, c'était il y a 3-4 ans, bon, quand j'ai commencé à tester des téléphones sur ma chaîne, parce qu'avant c'était des vieux LG, tout ça, mais c'était leur système d'exploitation qui créé par eux-mêmes. Le premier truc sous Android que j'ai eu, je crois que c'était un Meizu qui avait du coup une énorme surcouche par-dessus. Donc c'était Android, mais en fait il y avait tellement de trucs par-dessus que on pouvait dire que c'était pas le cas. Et après, j'ai commencé au final avec le S6H, je crois, de mémoire, avec vraiment un bon Android qui fonctionne bien. D'accord, ok. Eh bien écoutez, je vais me tourner vers Jason, mais juste avant, je vais vous inviter à vous qui êtes présents sur Twitter. Je pense aussi à l'arrivée, là je viens de voir que Android de Windows, qu'on connaît bien, est parmi nous. Donc il a de la chance parce qu'il s'appelle Windows, mais il a mis Android devant, donc il a le droit de rester. N'hésitez pas à me mettre si vous avez un petit souvenir par rapport à Android, le premier appareil que vous avez eu. Et vous allez voir que nous, avec Jason, on a ramené quelques produits. Jason, toi, tu as carrément le premier Android que tu as eu. Oui, voilà. C'est attention les yeux. Attention, c'est le Motorola Défi. Voilà. Donc premier téléphone que j'ai eu sous Android et qui est et qui s'allume peut-être. Ouais, qui s'allume, juste augmenter la luminosité en fait. D'accord. Ok. Et qui est donc sous Android 2.2. Ok. Et donc c'était un téléphone Éclair, qui était IP68. Je dis peut-être une bêtise, mais je crois que c'est Éclair, oui, donc je vais aller vérifier. Non, 2.2 c'est Froyo. Froyo. Éclair okay. C'est 2.1. Exactement. Bon, tu vois, j'étais. Mais j'étais. Jason, t'as dit qu'il était IP68. Et pour il était IP. Alors, il me demande Nicolas si c'était IP68, tu vois. Oui, je crois que c'était IP68. Ou IP67. En tout cas, il était résistant à l'eau. Alors, il y avait des petites caches en tout cas, et je m'étais amusé à le mettre dans l'eau et tout. Je sais pas si on a accès à la caméra zénitale ou si on fait tout à la régie. Qu'est-ce que vous en pensez? On peut faire une caméra zénitale ou pas? Allez, du côté de Jason, oui, donc, tout à fait. Et de l'autre côté, Jason, regarde bien la caméra juste au-dessus de toi. Voilà. Ah, pardon. Et moi, pour le coup, je vous ai ramené. Ah ouais, alors attendez, je vais juste enlever moi, il y a une surcouche logicielle. Hop.
Donc je sais pas si on le verra bien, mais en tout cas, bon, ça nous rajeunit pas, hein, c'est vraiment une autre époque. Et tiens, puisqu'on est dans les souvenirs, ouais, vas-y, continue. Et c'était le premier et seul téléphone que j'ai flashé pour mettre pour upgrader en fait, pour améliorer la version d'Android, puisque Motorola avait sorti quelques mois plus tard un nouveau modèle qui était le Motorola Défi Plus, qui avait eu juste un petit upgrade, une petite amélioration au niveau des caractéristiques, mais pas Foolition, mais en tout cas qui avait une nouvelle version d'Android qui était sur Android 2.3. Et donc j'avais flashé téléphone pour avoir les dernières mises à jour. Les dernières mises à jour. Parce qu'à l'époque, oui, les constructeurs ne montaient pas à jour leur téléphone comme c'est toujours le cas aujourd'hui. Voilà. Et alors, on n'a pas tous les téléphones malheureusement à disposition, mais je vous ai ramené quelques petits exemplaires, dont un des téléphones qui est assez marquant, puisque c'était le Moto X. Donc le Moto X qui était le téléphone de Google quand il avait racheté Motorola. Et ils avaient proposé un service de customisation de leur téléphone, c'est ça? Voilà. Le Motomod, non pas Motomod. Il y avait, si, on pouvait déjà commencer à faire la personnalisation. Alors en France, on l'avait pas disponible. C'était un des premiers téléphones à laquelle on n'avait plus le droit à la carte micro SD, hein, donc Google avait initié. Et si tu peux juste revérifier sur quelle version il tourne, puisque je ne l'ai pas flashé du tout, lui pour le coup, dans les paramètres, si tu arrives à les retrouver, Jason, parce que j'ai pas eu le temps de regarder. Je crois qu'on est sur Android 5. C'est bien le smartphone ultra personnalisable, non? 5.1. Oui. Alors on est sur Android 5.1. Vous pouvez le configurer. Et donc on va retrouver le fameux Easter egg qui était Lollipop. Donc voilà, et je vous ai ramené deux modèles. Alors ceux-là, ils sont complètement... Alors il y a celui qui est hors d'usage. On a ici le Nexus, c'est toi qui me l'avais ramené, Jason. Oui. Donc c'est le Nexus 2, hein, celui-là. Hein. Non, c'est le 5, le Nexus 5. Oui, Nexus 5, pardon. Je tiens à saluer en plus mon collègue de travail, là, Nicolas. Je viens de perdre toute crédibilité dans cette émission. Ah, on va dire que ça fatigue. Et ici, le Nexus 6 qui est un petit peu l'avant-dernier avant l'arrivée des pixels. Oui. Les pixels dont on reparlera dans cette émission. Et le dernier, c'était le Nexus P. Exact, le Nexus 6P. Ouais. 6P. Voilà, 6P, je l'ai, ouais. C'est bien parce que enfin un beau duo. Tu me rattrapes, je te rattrape, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, sur Twitter, vous faites les timides ce soir. Ah, j'ai une réponse de Didier Méance et de Android Windows. Donc Didier qui nous dit le premier phone Android, je me souviens du Samsung Galaxy Ace et du Sony Xperia XZ2 je crois. Et j'ai dû avoir un ZTE Blade. Ah oui, c'est celui-là. Ok, avant il me semble. Effectivement. Pour Android Windows, eh bien comme moi, belle école, celle du HTC Magic, le G2. Je savais même pas qu'on pouvait le connecter en Wi-Fi à son réseau domestique, donc il est resté 6 mois que en 3G. Très très belle anecdote. Surtout qu'à l'époque, la 3G, ça coûtait bien cher. Donc, ouais, bah on avait les forfaits de 2 gigas à l'époque, c'était... et juste pour remonter dans le temps, juste les caractéristiques du HTC Magic G1, pardon. Le G1, ouais. Ouais, G1. Donc du coup, alors on avait un écran de 3,15 pouces avec une définition de 320 par 480 pixels, donc c'est limite un peu plus que l'iPhone 10, hein, pour troller un peu Apple. Non, je plaisante. Hein. Alors là, et, attention, il faut faire super gaffe quand on MO. parle de ça. Parce que, vous m'entendez, ouais? Ouais, on t'entend, ouais, vas-y. Parce qu'en fait, quand l'iPhone est sorti, là, le dernier iPhone, tout le monde a dit, ouais, l'écran est en 720p. Mais il y a plein de gens qui oublient de penser que c'est un écran Retina. Et Retina, dans un pixel, tu as 4 pixels. Et donc, sur le papier, peut-être qu'il n'est pas en Full HD, mais en fait, c'est le meilleur écran qui soit jamais sorti sur un smartphone. Hein. L'iPhone 10 S Max, c'est pas du tout du 720p, quoi. C'est au-delà de la Full HD. Ça serait long à expliquer, mais pour un pixel sur un smartphone classique, sur un écran classique, Android ou autre, tu as 4 pixels sur un iPhone avec un écran Retina. Donc c'est... Voilà. Eh bien, très bien. On te fera inviter sur iWeek, voilà, parce que là, pas dans le thème de l'émission. Et puisque tu es dans les attention, je veux ton regard perçant face à ton GH5 pour qu'on puisse vraiment pouvoir profiter, que les gens sentent que tu t'adresses de mes beaux yeux. Voilà, exactement. De mes beaux yeux, oui. Voilà. Alors, on peut continuer, on peut avancer, Jason. Oui, hein, je pense qu'on a du fait. coup, non, mais j'avais juste aussi Benji, est-ce que tu peux mettre la vidéo si je l'ai bien mis Oui, on a retrouvé une vidéo. C'est une vieille vidéo qui était donc une démonstration de Android à l'époque, faite par le PDG dans Google. Et cette vidéo est tellement vieille qu'elle est disponible qu'en 360p. Voilà. Donc voilà, désolé pour la qualité d'image. La qualité, voilà. donc Sergey Brin, hein, qui était jeune, pas de imberbe d'ailleurs. Et donc du coup là,
là, il fait son speech, il dit oui, je vous présente donc notre nouvel OS qui est donc Android. Et donc à l'époque, il faut savoir que cette présentation s'est faite avant l'annonce de l'iPhone. Donc le téléphone qu'il va présenter, ça va être en fait un téléphone qui se rapproche plus des BlackBerry, qui était vraiment la référence, on va dire, à l'époque sur les smartphones. Et vous allez voir, ça vraiment pas du tout, ça ressemble pas du tout à ce qu'on a actuellement sur Android. L'écran n'était pas du tout tactile, on avait vraiment un pavé numérique. Si on peut avancer la vidéo, si c'est possible. Jason avait bien précisé d'ailleurs que c'est le cofondateur de Google, Sergey Brin. Donc effectivement, mais là en fait tu nous as mis toute la conférence de 2h30, c'est ça? Non, en fait c'est juste une petite vidéo, mais j'ai oublié de sélectionner la séquence en Exactement, fait. donc voilà. Si on peut avancer un petit peu. Et est-ce qu'on y arrive? Voilà. Donc c'est ce que c'était à l'époque, donc du coup vraiment il n'y avait pas du tout une interface tactile en fait, c'est vraiment en mode BlackBerry en fait. Comme le dirait un certain ami et concurrent, c'est révolutionnaire. Mais là, mais du coup, voilà, on voit ce que c'était Android et en fait, il faut dire ce qu'il est. Apple, quand ils ont annoncé l'iPhone, ils ont mis une claque sur le marché parce que leur OS, la navigation par tactile, c'est vraiment, c'était du jamais vu à l'époque. En tout cas pour du grand public. C'est vrai qu'on est plus sur une philosophie à la BlackBerry. Voilà. C'est vrai que la référence à l'époque c'était du BlackBerry, hein. Et là, dès qu'il y a eu Apple qui est venu, ils ont montré leur. On se calme quand même sur les éloges envers Apple, s'il te plaît. C'est vrai, ils ont montré leur interface qui avait pas mal d'années d'avance sur la concurrence. Et non, mais c'est parce qu'ils avaient dans le placard, mais ça c'était le truc qu'ils pouvaient montrer au public tout de suite. Je comprends pas. D'ailleurs, pour la petite histoire, je sais pas si vous en souvenez, mais c'est pas Google qui a créé Android. Hein. Oui, Google a racheté une petite équipe qui avait développé Android. Voilà. Exactement. Voilà. Juste pour information pour notre ami Nicolas, si tu as l'impression que Jason te coupe souvent la parole, pour te donner les secrets du tournage, il n'a pas ton retour. Oui. Donc du coup, il a du mal à... Donc voilà, donc je vais essayer de... Regarde bien mes yeux. Tu vois, je pensais que c'était juste de l'impolitesse de sa part et j'allais débarquer dans le studio. Mais... Tu peux aussi. Bon, on va avancer parce qu'on a fait un bon morceau sur donc, les 10 ans du premier appareil sous Android. Et comme tu avais marqué à côté du conducteur bref, c'est-à-dire un truc rapide, je pense que là on a cramé une grande partie de l'émission. Allez. Le Jason tout craché. On avance. Donc est-ce que là on est parti du passé? Est-ce qu'on va pouvoir se transporter vers le futur, Jason? Ah oui, très belle transition. Très belle transition, Mathieu, oui. Comme d'habitude, enfin non, pas comme d'habitude, mais si, tu peux le dire comme d'habitude, tu fais des très belles transitions. Voilà, cette année, on veut vous parler des futures innovations, en tout cas dans le monde de la tech. Et donc dans l'émission précédente, on vous a parlé de la société Royal OLED qui donc faisait des écrans enroulables. Et là, on va continuer sur la thématique des écrans, mais on va parler d'une autre technologie qui n'est pas de l'OLED, mais des écrans e-ink. Donc je ne sais pas si vous savez tous ce que c'est que des écrans e-ink, mais c'est des écrans par exemple qu'on trouve dans les liseuses de livres électroniques. C'est typiquement ce qu'on a sur les Kobo de la Fnac et l'Amazon. Je suis fatigué. Kindle, merci. Voilà. Kindle. Donc du coup, ce sont donc des écrans qui ont la particularité d'être très peu consommatrices d'énergie, puisqu'en fait, elles vont consommer uniquement que quand on va changer l'affichage. Donc vous pouvez avoir le même affiché, par exemple une image, vous pouvez l'afficher pendant des mois et l'écran ne va pas consommer du tout. Et donc là, il y a une innovation, c'est que les écrans e-ink à l'heure actuelle, dans le grand public, c'était des écrans en noir et blanc. Et depuis quelques années, il y a eu les fabricants travaillent sur des écrans couleurs. Et là, il y a eu une présentation dans un salon à Taïwan cette année de la société e-ink et qui ont donc présenté des écrans e-ink, donc encre électronique, mais de couleur et donc avec un affichage plutôt rapide pour ce genre de technologie, comme vous pouvez le voir là. Pour préciser d'ailleurs, c'est les images tirées de Slash Gear. Oui, Slash Gear. Comme Richard, ou comme Top Gear aussi. Voilà, oui. Donc du coup, il y a la petite... Exactement, le watermark en dessous, mais on précise bien les sources, c'est bien. Voilà, très donc ils ont présenté donc un écran, donc leur technologie qui s'appelle ASIP pour Advanced Color e-Paper. Et donc cet écran e-ink permet d'afficher jusqu'à 32 000 couleurs. Oui. Nicolas Cotard qui est dans le futur. Ah ouais, qui est dans le futur. Et mais non, je suis pas dans le futur, je porte un casque Royal. Alors, ah oui, tu as le casque Royal. Ah mais oui, ça c'est le casque qu'ils ont sorti. C'est pas un casque de VR, en fait, c'est un casque pour regarder des vidéos
très cinéma, mais c'est la même marque en fait qui a sorti les écrans dont Jason parle là. Juste pour vous montrer le casque. On avait parlé de ces écrans-là la semaine, enfin dans l'émission précédente, pardon. Et là, du coup, c'est vrai que en fait, si tu veux, l'objectif de ce petit, on va dire, de cette petite partie de l'émission, parce qu'il est bon de le rappeler, c'est qu'on est en train d'imaginer ensemble, de dessiner un petit peu ce que pourrait être le smartphone des années futures. On n'a pas vraiment, c'est pas donné de sur 10, 20 ans, 30 ans, on n'est pas dans le secret des dieux. Mais pour le coup, voilà l'idée. Donc, on a fait les écrans pliables OLED, donc l'émission précédente. Et là, en fait, Jason nous parle de la technologie e-ink qui, malgré tout, avance. Qui avance dans son coin et qui évolue, hein, puisque là, ils sont en train de travailler sur les problématiques de cette technologie qui était donc l'affichage couleur, là ils sont en train de le régler, et aussi le taux de rafraîchissement de l'image, ah, je suis fatigué aussi, elle est dure, hein. Ouais, elle est dure, et qui donc là ils sont en train d'améliorer la techno pour pouvoir faire un affichage jusqu'à 30 images par seconde, donc vraiment avoir une image fluide. Là pour l'heure actuelle sur la démo on voit qu'il y a du scintillement puisqu'en fait l'affichage se rafraîchit pas assez suffisamment vite. Et donc, et donc du coup ce qui était intéressant sur ce stand là, c'est que la société e-ink montrait d'autres applications avec ces écrans là, donc on pouvait les voir. Si Benji peut diffuser la petite vidéo, on pouvait voir l'autre vidéo si c'est possible, on pouvait voir à quoi pouvaient être utilisés ces écrans là. Donc il y avait notamment pour les grands panneaux comme ici par exemple, on peut l'imaginer pour faire des panneaux publicitaires, ou bien notamment pour une boutique, une supérette, pour faire tout simplement des codes barres et afficher les prix. Et aussi notamment pour des vêtements, on n'y pense pas, mais voilà, il planche dessus pour pouvoir un peu comme ce qu'a proposé Royal avec son chapeau. Voilà, tout à fait. Et donc, il pense à des t-shirts. Voilà, donc du coup tu pourras modifier tes vêtements à la volée grâce à ça. Et donc là, cette petite image, c'est juste pour récapituler en fait les avantages des écrans e-paper par rapport aux écrans LCD et OLED. Donc du coup, on voit que on consomme pas trop, on a l'affichage couleur, et surtout que là, l'inconvénient du e-paper à l'heure actuelle, c'est le taux de rafraîchissement et le coût par rapport à des écrans LCD. Mais bon, ils y travaillent dessus. Et donc du coup, ça c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a déjà vu des écrans e-ink qui étaient déjà embarqués sur des appareils électroniques, donc notamment les smartphones. Donc il y avait le Yotaphone. Exactement. Qui était une société russe d'ailleurs, on peut le rappeler. Qui est un téléphone qui est très cher à ton cœur. Voilà. Exactement. Donc c'était un téléphone qui avait un double écran, un écran OLED à l'avant et un écran ink à l'arrière, donc pour pouvoir donc faire de l'affichage à l'arrière. Donc vous pouvez customiser l'arrière du téléphone ou bien afficher un plan ou des informations utiles sans consommer la batterie. Et également il y a aussi Lenovo qui a montré une utilisation possible aussi de ce type d'écran avec leur dernier Yoga Book, qui lui qui est une tablette en fait PC qui embarque deux écrans, un écran classique en LCD et un second écran qui est en e-ink, qui permet donc de faire un affichage du clavier tout simplement, comme on peut le voir ici en dessous. Et donc on peut vraiment modifier le clavier suivant la région, ce qui est vraiment une utilisation pas mal, et même pouvoir faire des dessins grâce à l'écran e-ink. Alors Didier nous parle déjà, si les écrans e-ink arrivent en couleur, je devrais changer mon Kindle. Alors il faut lui dire que pas de panique. Pas tout de suite, parce que pas encore cette technologie n'est pas destinée à l'heure actuelle pour le grand public, mais plus pour des sociétés privées. Là, à l'heure actuelle, ils tablent pour une commercialisation en fin d'année, et pour ce qui est du grand public, ils visent plutôt le 2021-2022. Donc voilà. Là, ça sera plutôt en 2021-2022, vous pourrez avoir des liseuses avec des encres électroniques en couleur. Alors Jason, pour en revenir à notre thématique, là où je voulais en venir, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont lancés sur ce marché. Les plus connus, alors qui se sont un petit peu cassés la figure, on peut parler de Amazon, qui avait racheté une société qui s'appelait Liquavista. Donc ça n'a pas fonctionné, mais on voit vraiment qu'il y a un véritable engouement autour de ces sociétés, enfin de ces technologies, pardon. Et on a la société Clear e-ink qui a un petit peu ce que tu as montré, donc qui a montré ces fameux écrans que l'on appelle ACEP, donc pour Advanced Color e-Paper. Et donc voilà les amis, on voit bien que quand on parle d'innovation, l'endroit où ça coince, c'est l'autonomie de nos smartphones qui n'avance pas. Parce qu'au niveau des technologies de batterie, on entend parler de mille et une choses, mais on voit qu'il n'y a rien de concret sur le marché. Est-ce que, je vais vous poser la question à vous, à toi Quentin et à Nicolas, est-ce que cette possibilité d'avoir un peu ce qu'avait fait Yotaphone à l'époque, et dites-moi d'ailleurs si
Pour vous, est-ce que Yotaphone, c'était une société qui était peut-être un peu trop en avance sur son temps, ou est-ce que la technologie de mettre un écran noir et blanc, où on peut envisager maintenant donc couleur, qui serait capable d'afficher des images, voire peut-être des petites vidéos en 30 images par seconde, est-ce que c'est quelque chose qui vous semble pertinent aujourd'hui pour améliorer peut-être l'autonomie de nos smartphones, ou même aller plus loin, parce que c'est vraiment un véritable confort pour les yeux, vu qu'on passe notre temps à lire sur nos smartphones, ou est-ce que c'est une technologie sur le futur qui n'a pas lieu d'être, que ce soit, pourquoi pas sur nos smartphones, mais aussi on l'a vu sur des montres connectées. Sony a proposé une montre, et il y a un projet d'ailleurs là-dessus, un concept on va dire. Donc voilà, je donne la parole. Qui est déjà sorti d'ailleurs. Vas-y Nico. Ouais, les montres, je ne me rappelle plus comment elles s'appellent, mais moi je les ai vues, j'étais en Chine il y a un mois et j'ai vu qu'elles sont en vente dans le Sony Store à Pékin. Vena, non donc, ouais, c'est ça. Et alors, ils ont fait plusieurs modèles, c'est assez sympa. C'était quoi le nom? Oui. C'est Wena, W-E-N-A, c'est un bracelet avec un petit écran dessus. Ok. C'est ça, c'est exactement ça. Et les montres sont en vente. Je ne me rappelle plus le prix exactement, mais c'était 300 et 280. Du prix, mais 300 et 280. Parfait. Ouais, c'est à peu près ça. Je crois me rappeler que c'était à peu près ça. Enfin, c'était 3000 yuan ou quelque chose comme ça. En revanche, je voulais juste dire un truc sur quand vous parliez des appareils avec e-ink. Moi, j'ai vu il y a quelques jours un produit qui est sorti, qui a été présenté. Je crois que c'est à l'IFA, mais je suis pas sûr à 100%. C'est un truc qui s'appelle Boox, B-O-O-X. Ce sont des tablettes sous Android avec un écran e-ink. Et c'est assez fou parce que c'est un mélange entre des liseuses genre Kindle ou Kobo et des tablettes sous Android. Donc on peut pas tout faire, mais on peut dessiner dessus, c'est tactile. Et c'est complètement fou. Ils ont fait plusieurs versions de 10 pouces, 12 pouces, et je crois même qu'il y a une 13 pouces qui va sortir. Et c'est assez incroyable. Et si je peux juste finir sur cette partie-là, comme tu disais, Jason, je pense que en fait, le principe des écrans e-ink, c'est de ne pas consommer d'énergie tant qu'on ne change pas d'image. Oui. Donc pour une montre, ça peut être super génial. Pour un smartphone, si on fait de la lecture ou autre, ça peut être vraiment bien. Pour regarder de la vidéo, je pense que c'est pas fait pour ça en fait, parce que justement quand tu ne changes pas d'image, tu consommes pas d'énergie. Donc c'est vraiment fait pour de la lecture, pour des trucs sur lesquels tu changes d'affichage, on va dire toutes les quelques secondes, mais pas un truc à 30 images par seconde. Là, je pense que franchement, ça sera une autre génération, à mon avis. D'accord. Donc, du coup, pour toi, le smartphone du futur, tu le vois pas avec un écran additionnel du type e-ink? Ça te semble pas pertinent? Peut-être, mais ça sera pas un smartphone pour jouer ou pour regarder de la vidéo. Enfin, du moins, ça sera pas utilisé pour ça, je pense. Non, mais même en additionnel, tu sais, comme un peu ce que proposait Yota, avec une face avec un écran. Exact. Je crois que le Yotaphone 3 est sorti d'ailleurs. C'est vrai que c'est bien, mais alors plutôt dans le genre de ce qu'a fait LG avec un deuxième écran en haut, ou même ce que fait par exemple Apple sur le MacBook Pro avec un écran qui est en haut du clavier. Je pense qu'il faut séparer les écrans en fait. Peut-être un écran avec la partie vidéo qui utilise des pixels classiques, et puis une partie avec des infos comme par exemple ce qu'on a dans la barre en haut avec le réseau, l'heure, etc. Une partie ici qui ne change pas beaucoup et qui pourrait être utilisée, powered by un écran e-ink avec des informations e-ink. Et je crois d'ailleurs que j'ai déjà vu un truc comme ça, il me semble, mais j'arrive plus à me rappeler là. Je suis vieux, donc je me rappelle plus. D'accord. Quentin, toi de ton côté, ton avis sur la question, est-ce que tu penses que l'écran e-ink peut vraiment servir, tu vois, pour épauler le smartphone comme l'a fait Yota, pour par exemple économiser de la batterie, ou pour le confort des yeux? Encore une fois, c'est ce que aussi je voulais voir. Ça ne se limite pas qu'à économiser de la batterie. Ouais, en fait, ce qui est vraiment bien, c'est qu'aujourd'hui, les smartphones, ils ont des technologies permettant de, du coup, optimiser l'écran avec une certaine fonctionnalité pour apaiser les yeux contre les lumières bleues, les trucs comme ça. Moi, je pense que ce qui est vraiment intéressant avec le e-paper, je crois que c'est ça, les écrans e-ink, ça serait de les combiner en fait avec les écrans OLED qu'on pourrait avoir aujourd'hui. C'est pas possible aujourd'hui, je pense pas, mais si on parle dans des années futures, l'idée ça serait de pouvoir combiner les deux écrans et pouvoir utiliser l'un quand on va faire de la vidéo, parce que pour l'instant les écrans e-ink sont pas du tout compatibles avec les pensées des gens, des constructeurs à dire on va toujours plus loin, la 1080p, la 2K, la 4K, la 8K, les écrans e-ink ils supporteront jamais ça et ça sera jamais fait pour ça. Alors qu'au contraire, quand on va, je sais pas, si on va sur Instagram pour regarder des photos, si on veut checker des news pour
voir ce qui se passe dans le monde, tout simplement. Et ben en fait, ça pourrait permuter entre les deux écrans. Un écran OLED pour pouvoir regarder des vidéos et l'autre écran qui pourrait du coup consommer, mais avec du coup moins de consommation. C'est pas possible aujourd'hui, très clairement, mais peut-être qu'un jour on pourra le faire avec une technologie OLED qui sera, je sais pas, plus fine ou quelque chose comme ça. Ça serait cool. Eh ben écoute, c'est plutôt intéressant. Moi, je partage ton point de vue et je trouve que par exemple le produit qu'on verra ce soir, la TicWatch Pro, est vraiment un exemple qu'on pourrait donner sur un futur smartphone comme ça. Je pense, tu vois, autant je me dis que l'autonomie c'est important et que ça va apporter de l'aide, mais vraiment moi je trouve pour le côté confort des yeux, c'est vraiment bien. Et en plus si on a la couleur, parce que c'est un peu le frein aussi à l'adoption du e-ink, mais vraiment si on peut avoir de la couleur, ça c'est top. Jason. Ouais, mais il y avait. Pardon. Je suis désolé, mais il y avait la Pebble Time aussi, la petite montre connectée de Pebble qui, je crois qu'ils sont morts, mais ils avaient fait ça avec un écran e-ink et c'était plutôt pas mal. Et pour une montre, ça suffit. Ouais, mais pour le coup, ouais, ça serait vraiment pas mal de pouvoir combiner les deux écrans. Ouais, si dans le futur ça avance, je suis totalement d'accord avec toi. Il y a des choses intéressantes à faire, en tout cas du côté de ces écrans, et c'est ce qu'on voulait vous montrer sur notre partie innovation. Jason, on avance, donc on va faire un petit point sur... Il y a un petit Kikadi aussi. Il y a un Kikadi qu'on a complètement oublié. Et du coup, on va pouvoir le passer exactement. Bravo les amis à la régie, vous avez bien assuré. On va vous laisser ici la question et on en reviendra juste avant le test de la TicWatch Pro pour laisser les gens répondre. Tu veux faire une petite citation ou pas? Alors, je vais la faire. Tu veux la faire? Allez, vas-y, je te sens chaud là. Vas-y. Thank you for letting us to be the real hero of the year. Ok, dans les voyages de presse, rappelle-moi de te faire parler anglais parce qu'il m'envoie souvent au casse-pipe et pour le coup, le mec, il fait le beau gosse et allez voir son compte Instagram, c'est pire. Donc, ça veut dire, donc, en français... Merci de nous laisser d'être le véritable héros de cette année. Donc voilà, on voulait savoir quelle marque cite cette phrase. Quelle marque? Et allez, on va vous dire aussi, c'est une personne là pour le coup? Non, c'est une marque. Et de qui, à votre avis, il s'adresse? Donc, vous avez le Diaz Andromag, on attend vos réponses, les copains. Le Kiki a dit, donc n'hésitez pas à participer, vous aurez notre on vous dira la réponse. Amour. Voilà, notre reconnaissance. Notre amour et notre distinction la plus méritée. Voilà. Alors, on va continuer, on va attaquer, on va faire un petit peu le point sur les infos du OnePlus 6T. Est-ce que quelqu'un d'entre vous, au niveau de l'équipe, je pense peut-être même à Quentin, il a le OnePlus 6. Écoute, je vais faire pareil puisque j'ai un magnifique logo en plus dessus. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner sur la chaîne, restez connectés. C'était l'instant promo. Et donc, Quentin, tu vas nous dire, t'as quoi? T'as le OnePlus 6T déjà dans les mains? Non, c'est le OnePlus 6 tout court. Le T, est-ce que ça vaudra vraiment le coup? Je ne pense pas. Ouais. À quoi on peut s'attendre? Parce qu'au niveau fiche technique, ça va être globalement la même chose. Hein, donc voilà, c'est ça. 845, 6-8 Go. On essaie d'aller un petit peu plus vite, les amis, parce qu'on est un petit peu en retard. Mais en gros, quelles seront les différences avec ce fameux 6T? Globalement, on le voit à l'image, ça serait une encoche qui serait différente et qui pourra se différencier d'un petit peu la concurrence. On aurait cette sorte de petites gouttes vers le bas, laissant apparaître juste la caméra, ce qui est finalement nécessaire, parce qu'aujourd'hui on a le haut-parleur, mais le haut-parleur en fait il est juste camouflé sur le dessus de la caméra, et c'est vachement mieux intégré, et c'est globalement ça qui le comparera avec le 6 d'aujourd'hui, mais comme l'an dernier c'est juste une petite innovation, rien de fou. Alors moi j'ai même autre chose qui va émouvoir les amis de Jack. D'après Carl Pei, donc le cofondateur, donc là on n'est plus au stade de la rumeur, on est sur la confirmation. Comme le fait Quentin. Bye bye Jack. Bye bye. Voilà, petite prise partie peut-être trop tôt, peut-être pas assez, je sais pas, mais en tout cas c'est clair que nous on aime brancher des micro-cravates, donc c'est vrai qu'avec Jason on est plutôt partisan du Jack. Donc voilà, mais apparemment, d'après ses dires sur Carl Pei, qui aurait fait une interview pour TechRadar, il annonce que c'est pour améliorer l'autonomie. Donc ça, c'est un point qui sera bénéfique pour les consommateurs, entre guillemets. Et également, on parle aussi, quelque chose qu'on n'a pas évoqué, du lecteur d'empreintes sous l'écran, les amis. OnePlus, ça y est, rentrerait dans la danse des constructeurs chinois du lecteur d'empreintes sous l'écran.
Oui. Donc voilà. Je sais plus, est-ce que vous avez une idée sur la date des annonces ou pas, les amis? Moi j'ai oublié de le noter. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a la date? Non. Hein. Pour OnePlus, je me souviens plus. Je crois pas d'ailleurs que la date officielle a été annoncée. Il n'y a pas de date officielle pour l'instant. On est à quelques semaines. Hein. Je pense qu'on peut. Moi, je connais toutes les autres, mais OnePlus, je sais plus. Ok. Bah. Je dirais novembre. Ok. Sans trop m'avancer. On pourrait dire que pour OnePlus, je ne sais plus. Pardon. Allez, bon, bah allez, sur cette blague de très mauvais goût, on va essayer de continuer, les amis, et on va parler d'Honor cette fois-ci. Et oui, et Honor qui va annoncer donc deux nouveaux téléphones, enfin un nouveau téléphone, le 8X. Sachant que déjà dans l'émission précédente, on avait déjà annoncé le Honor Play, et là... Ouais, et là, ils annoncent un nouveau téléphone, et on connaît la date cette fois-ci. Pour cette annonce, c'est le 2 octobre. Et ce téléphone a déjà été annoncé en Chine, en fait. Oui, et du coup, avec Honor, jamais de surprise. Voilà, c'est ça l'avantage de cette marque-là. Du coup, on sait à peu près dans les grandes lignes les caractéristiques de ce téléphone-là. On ne sait pas juste lequel modèle on aura droit, nous, en Europe. Mais donc, du coup, ce téléphone-là, il embarque un écran IPS de 6,1 pouces avec une définition de 2340 par 1080 pixels. Au niveau du processeur, on a un Kirin 710 accompagné de 4 ou 6 Go de mémoire vive suivant le modèle, et on a une mémoire interne de 64 ou 128 Go. Pour ce qui est de la partie photo, le téléphone a un double capteur photo à l'arrière de 20 et 2 mégapixels et de 16 mégapixels lui à l'avant. Ok. Et enfin, pour ce qui est de la batterie, on a une batterie de 3750 mAh et une prise jack. Ça, c'est plutôt bien. Oui. C'est bien. Et aussi, Honor a également, durant sa conférence en Chine, annoncé un autre modèle de téléphone qui est en fait une phablette. Hein. Vraiment une phablette, parce que là, pour le coup, on a un téléphone avec un écran de 6,1 pouces. Vraiment énorme. Qui a la mention max, hein. Oui, qui est la version max. Qui a été annoncé avant l'iPhone. Hein. Là, faut dire, oui, c'est vrai. À ne pas se tromper. Voilà, Jason, tu peux rappeler les tailles des deux modèles? Honor 8X Alors, Max. la taille des deux modèles, Jason, on a pour l'écran le premier 6,5. 6,1 pouces, moi. Moi j'ai 6,5 pour le 8X, ouais. Et 7,12. 7,12 pour le 8X Max. Précis sur Android. Ok, d'accord. Et donc voilà, ça c'est vraiment une phablette. Et bon, je pense que ce modèle-ci ne sera pas commercialisé en Europe parce que vraiment, les phablettes avec un écran 7 pouces, c'est plutôt vraiment un marché plutôt de niche en Europe. Est-ce que vous savez, vous savez si ça a un rapport avec le Note 10 ou pas de Honor? Alors, Nicolas nous demande si... alors, vas-y, répète ta question, pardon, c'est à chaque que tu as entendu parler du Note 10, c'est ça? Moi, j'ai vu le Note 10 en Chine, je l'ai trouvé hyper bien, très grand, bel écran et tout. Et je crois que c'était le même processeur, c'était le Kirin 700... j'ai un doute, 760 peut-être, je sais plus. À mon avis, oui, il y a des chances que... Alors, il y a le Kirin 710. Oui, ça c'est pour le 8X, mais pour le 8X Max, c'était un Snapdragon. Oui, c'est un Snapdragon, ouais. Donc 636, c'est le 636, ouais. Donc, c'est peut-être pas exactement le même modèle, je ne sais pas. D'accord. À vérifier. Si vous avez la réponse sur Twitter, n'hésitez pas. Et tu as une belle dédicace de Didier qui te dit, Didier Méance, qui te dit « J'adore entendre Jason dire Kirin ». Quand il prononce Kirin. Je me suis fait la même remarque. Exactement. Voilà. J'ai déjà eu aussi cette remarque sur YouTube. Bah écoute, comme toi, apparemment, tu es le seul sur cette planète à dire Kirin. Je continuerai à dire ça. Voilà, après, je changerai l'année prochaine pour ma bonne résolution. Comme ça me fait une bonne résolution pour l'année prochaine. Et puis ça évite qu'ils nous fassent la blague Kirin. Oh là là. Voilà, moment de gêne. Voilà, bienvenue à Watch sur Malaise TV. Bienvenue, welcome. C'est un dépucelage en règle. Voilà, très bien. Bon, allez, on continue. Hein, on a une émission à faire, les mecs. Et là, on va parler d'un autre téléphone qui est le LG V40 ThinQ. Oui, exactement. Oui, non, mais j'ai essayé de rebondir après. C'est vrai que c'est très dur. Et oui, donc le téléphone qui va bientôt être annoncé lui aussi. J'ai oublié par contre la date de l'annonce de téléphone. Alors, le Kirin, Kirin, je vais y arriver. Le LG je suis fatigué. Le V40 ThinQ, c'est le 3 octobre. Ah voilà, donc juste le mois d'octobre est complètement dingue. Ouais, mais c'est vrai que là il y a pas mal d'annonces, donc ce sera juste après Honor. Donc LG va donc présenter son nouveau smartphone haut de gamme. Donc vraiment la gamme V, c'est vraiment
la gamme haut de gamme, mais dédié aussi aux cinéastes, enfin vidéastes plutôt. Oui, et créateurs de contenu, on va dire, et audiophiles. Globalement. Donc c'est vraiment les téléphones sans concession de chez LG et ils ressemblent de plus en plus à la gamme G, on va dire. C'était pour ça qu'on les avait pas nous avant en Europe et là LG se décide à aller les commercialiser en Europe, ce qui est plutôt bon. Donc au niveau des caractéristiques de ce téléphone-là, il a la particularité d'avoir un triple capteur photo comme Huawei, mais contrairement à Huawei, LG a décidé de faire une autre approche. Donc on a Regarde, il y a Quentin qui nous fait une petite démo. Ah oui, donc Quentin. là c'est le V30, c'est ça? V30. Ça c'est le G7 ThinQ. Ah, G7, ah oui, pardon, autant pour moi. Mais ça se ressemble un petit peu, juste l'écran il est plus long. Ok. Voilà. Donc à l'arrière de ce téléphone du V40, donc on aura 3 capteurs photo, donc un de 16 mégapixels, un autre de 12 mégapixels avec un objectif grand angle et un téléobjectif de 8 mégapixels. Exactement. Tandis qu'à l'avant, là on aura un double capteur photo de 8 et 5 mégapixels, donc pour gérer je pense le bokeh, l'effet de flou. Et j'imagine qu'il doit y en avoir un des deux qui doit être grand angle, comme ce qu'aime bien faire LG. Oui. Et pour ce qui est de l'écran, on aura un écran AMOLED de 6,4 pouces qui aura une définition QHD+. Et le téléphone embarquera une batterie de 3300 mAh et il sera toujours accompagné d'un Snapdragon 845. Encore un très très beau téléphone. Moi j'aime beaucoup la gamme V chez LG et je trouve que là, avec ces 3 capteurs à l'arrière, tu as une expérience photo assez dingue entre le grand angle, le téléobjectif. Là, je trouve que c'est le trio gagnant pour moi. Que LG commercialisera son téléphone plus rapidement que le V30 qui, entre l'annonce et la commercialisation, il s'était passé plusieurs mois, ce qui a porté un peu défaut au téléphone en France. Est-ce que c'est un Et téléphone... surtout le prix, hein. Oui, le prix, ouais. Mais d'après les rumeurs, ça serait entre 900 et 1000 $. Voilà. Donc, dans un marché français, c'est. Ils avaient pas leur téléphone à 1000 €, il le fallait. Après, ce qui est bien, c'est un peu triste à dire, mais avec LG, c'est que quelques mois plus tard, les téléphones décotent rapidement. Donc, oui, malheureusement. Mais c'est souvent le cas chez Android, hein, forte concurrence oblige. C'est difficile de maintenir ses prix. Il te fait envie, Nico, ce téléphone ou pas? Ouais, alors franchement, j'étais en train d'y repenser. Je me souviens il y a quelques mois. Alors je crois que c'était pour le V30, mais je pense, je suis pas sûr. Encore une fois, j'ai un peu perdu la mémoire. Il y avait un YouTuber américain qui avait fait une vidéo où il comparait le V30, je crois que c'est le V30, avec une caméra assez pro. Je crois que c'était une Red ou quelque chose comme ça. C'est une Red. Et en fait, il filme. Peter Wahlberg. C'est ça, une Red. C'est ça, ça doit être ça. Et il comparait. En fait, la différence, elle était mais tellement minime qu'on se disait, il y a un truc quoi. Et en fait, cet appareil, quand on le passe en mode manuel, quand on fait de la vidéo, il est plus que bon, il est vraiment exceptionnel. Je crois que c'est le meilleur smartphone qui ait jamais existé pour la vidéo. Pour la photo, c'est autre chose. Pour la photo, je pense qu'ils ont un peu foiré leur coup. Le G6 ou le G5, je sais plus, était mieux. Mais pour la vidéo, c'est vraiment exceptionnel, quoi. Et c'est pour ça que, en fait, je le disais d'ailleurs dans mon test du V30, quand tu passes en mode manuel, tu peux afficher des réglages, des paramètres que tu peux pas afficher sur un téléphone en général, quoi. Voilà, certains filtres d'image qui permettent de mettre l'image en négatif ou autre, ou alors pour voir le focus picking par exemple, c'est un truc que tu vois que sur des caméras haut de gamme, enfin des appareils photo haut de gamme, et sur un téléphone tu vois jamais ça, et tu as ça sur le V30. Et ils ont tout à gagner à faire un très très bel appareil pour la vidéo. Mais il faut que le reste suive, il faut que le prix aussi soit pas trop élevé pour qu'il fasse envie aux gens. C'est vrai que sur Android, la concurrence est hyper féroce et c'est très très dur de se faire une place. Voilà. Et je pense moi aussi, j'attends beaucoup du V40. Ouais. Et je pense qu'aussi, au-delà du prix, c'est le marketing chez LG qui est aussi, comme beaucoup de marques qui sont en difficulté. Je pense à LG, je pense à HTC, je pense à Sony, qui mine de rien, font de très bons produits. Mais c'est souvent aussi le marketing, au-delà de la problématique du prix aussi, qui est un véritable problème. Surtout que leur conférence était plutôt pas mal. Ils avaient amené un scénariste de Game of Thrones. Ils avaient vraiment focus sur le côté. Sur le V30, ils avaient vraiment focus sur le côté vidéaste, créateur de contenu. Et c'est vrai que là, pour le grand public, ils n'ont pas du tout fait la promotion de la partie vidéo, comme tu dis. Surtout que pour le V30, LG avait vraiment travaillé cette partie logicielle pour la vidéo. Ils avaient des fonctionnalités qu'on ne retrouvait pas chez la concurrence. Exactement. Il avait même fait de l'œil à un certain présentateur de iWeek. Donc voilà, je vous laisse deviner qui c'est. Donc voilà, il avait fait de l'œil. Voilà, on ne souffle pas. Oui, Nicolas, tu voulais rajouter quelque chose?
Ouais, tu sais, quand tu regardes les conférences Apple, quand tu regardes les conférences Huawei ou autres, ils apportent un petit peu de rêve, en fait, du storytelling pendant les conférences. Il y a jamais ça dans les confs LG, par exemple. Et c'est hyper dommage. Ça fait pas rêver les gens, en fait. Les téléphones font pas rêver les gens. Bah, disons qu'ils s'appuient sur leur spec, ils essayent de te démontrer en comparant ou en te racontant. Enfin, il y a pas, comme tu le dis, il n'y a pas un fil conducteur et on n'a pas l'impression de vivre une expérience complète de bout en bout sur ces appareils-là. Ouais, je pense que, tu vois, par exemple, c'est ce que fait pas Apple. Enfin, Apple ne fait pas de conférences pour les techos. Ils en font une, mais c'est en juin. C'est les conférences développeurs. En revanche, la conférence là qui vient d'avoir lieu avec l'iPhone, c'est pour faire rêver les gens, pour faire rêver le grand public. Et c'est ce que font rarement les constructeurs Android, en fait. Ils avancent. C'est pour ça que tous les constructeurs Android, quels qu'ils soient, ne peuvent pas s'empêcher de comparer les performances de leur téléphone avec d'autres, y compris l'iPhone. Et bien sûr, comme l'iPhone est toujours un petit peu en retard au niveau des specs, en général, tous les constructeurs chinois mettent en avant le 8 cœurs, le 4 Go de RAM, voilà, etc. C'est la spécialité de Huawei, par exemple. Mais c'est pas ça qui fait rêver les gens, en fait. Ce qui fait rêver les gens, c'est pas forcément des specs, les bench et tout. Enfin, après, pour ça, je pense que LG n'y arrive pas parce qu'ils font pas rêver les gens, quoi. Presque d'accord avec toi sur tout, sauf sur moi qui ai regardé la conf et notamment on l'a vécu aussi avec iWeek, toutes les annonces des Apple 10S et 10S Max. J'ai quand même senti un gros focus sur cette nouvelle puce A12 Bionic. Oui, mais pas sur Andromag, Nico. On fait pas ça sur Andromag, c'est interdit. Oh, merde, je vais te virer. Non, mais j'ai trouvé que là, pour le coup, je trouvais que l'argument qui mettait le plus en avant pour te vendre cet iPhone, il y avait quand même beaucoup de l'A12 Bionic dessus, je trouve. Mais ça, ils le font tous les ans. Parce qu'ils t'expliquent, en fait, on n'est pas dans iWeek, mais ils t'expliquent ce qu'on peut faire avec. Aujourd'hui, cette année, ils ont mis un focus sur les performances photo avec le processeur qui est très rapide et sur l'AR, la réalité augmentée. Mais voilà, c'est une partie qui est technique, mais qui mettent à chaque fois en avant. Tu as le A11 Bionic, l'an dernier, c'était pareil. Mais ils enrobent tout le truc avec plein de belles histoires sur ce que tu peux faire avec, mais qui ne sont pas que techniques, quoi. C'est vrai qu'il faut reconnaître qu'ils mettent un bon emballage, mais je le dirais que cette fois-ci, c'est terminé pour les éloges d'Apple ce soir. Je vous le dis, les amis. Alors, on va continuer, on va avancer, et là, on va pouvoir parler donc de l'arrivée de Google, alors de cette conférence. Je voulais teaser le truc bien, mais j'ai totalement foiré mon entrée. Ton langage, ton langage. Moi, j'ai totalement foiré. Ça se dit, j'ai totalement foiré. C'est un langage de jeune. Bon. Alors, j'essaie de me reprendre. Enfin. Les amis, cette affiche me fait extrêmement plaisir. Je peux vous dire que quand j'ai reçu ça dans ma boîte mail... Tu m'étonnes. Voilà. J'ai eu ce qu'on peut appeler... Je peux pas le dire ici. Je vous laisse deviner. Ah, il est 10h43, on peut le dire ou pas? Une érection? Ah, j'allais plus dire un orgasme, on va dire. On va dire c'était plus de cet ordre-là. Mais bon, voilà. Tout ça pour vous dire que alors Google nous a donné rendez-vous à Paris le 9 octobre. Nous y sommes invités, Jason. C'est un moment très solennel pour nous. Après tant d'années à couvrir l'actualité Google, Android, voilà, on va être là à cette grande messe qui également est une première, puisque on peut sans mal faire le lien, le rapprochement avec l'arrivée des Google Pixel, puisque globalement cette même invitation, mais en I Love New York, a été envoyée à la presse américaine. Donc on sait grosso modo que c'est la présentation des Pixel 3 et Pixel 3 XL. Et globalement, même si Google ne veut pas lâcher le morceau, on peut sans doute penser à juste titre que ces Pixel 3 et Pixel 3 XL seront de la partie. Ah, voilà. Ici, le Pixel 2, oui, tu fais partie des rares en France à l'avoir. Ah, franchement, moi j'adore ce téléphone, quoi. C'est le Pixel 2 XL, j'adore ce téléphone. C'est la première fois que je l'ai allumé, il y a un fond d'écran qui est animé dessus. Et c'est bon, là, je pense pas que vous le verrez, mais il y a C'est les vagues. On voit la mer, voilà, les vagues. Et quand tu allumes ça, et la première fois que tu allumes ça, tu te dis waouh! Ouais. Et en fait, tout le téléphone est extraordinaire. Sans parler bien sûr des photos, il a qu'un seul objectif à l'arrière, mais il fait des photos qui sont totalement folles, quoi. Alors, dis-nous tout, à quoi on peut s'attendre pour ces nouveaux Pixel 3 et Pixel 3 XL?
Sachant que je sais pas déjà si- on sait qu'au ouais. niveau design, juste pour compléter, excuse-moi Nico, je t'interromps, mais qu'on va avoir des photos parce qu'en gros, ces téléphones-là, ils ont été perdus à peu près partout dans le monde. Donc derrière d'une voiture, alors on a toutes les anecdotes possibles et inimaginables, et donc ce téléphone a déjà été capturé en photo des milliers de fois. Mais vas-y, dis-nous tout. Et même en vidéo, il y a une vidéo qui est sortie il y a quelques jours, Oui. qui est un unboxing, où la vidéo est super belle, où tu vois une jolie jeune femme russe qui fait un unboxing du Pixel 3, et Voilà. c'est tellement beau que tu as l'impression que c'est une vidéo produit, quoi. Ouais, on est Et, carrément pas évidemment, dans il le y a eu truc aussi- flou, capturé en usine Ah non, secrètement. pas du tout. Voilà. Non, pas du tout. Là, je pense que c'est même un truc, d'après ce que j'ai compris, qui est arrivé sur un genre de marché noir et qui a été acheté comme ça. Oui. Mais effectivement, ça avait commencé avec des premiers renders qui datent de plusieurs semaines déjà, qui avaient été sortis par Onlix, donc un Français, un compte Twitter français qui avait sorti donc des premiers renders et ensuite des photos où on voit la grande encoche très très haute du Pixel 3 XL. Et puis récemment, il y a effectivement eu ce fameux Pixel 3 XL qui a été oublié dans un VTC. Manque de bol, hein, c'est un peu le même genre qu'il y avait eu avec l'iPhone 4S, je crois, qui avait été oublié dans un bar. Mais bon, voilà, c'est assez fou. Donc maintenant, on sait quasiment tout du Pixel 3 XL. Alors, il aurait donc cette fameuse encoche qui serait très très haute. Enfin, il a apparemment, parce que je vois pas comment ça pourrait être du fake. Et puis le Pixel 3, lui, il a pas d'encoche. Mais donc il serait plus petit. Alors voilà, on sait quasiment tout et maintenant c'est vrai qu'on est hyper content de voir qu'il y a une conf à Paris. Et s'il y a une conf à Paris, bah, c'est que forcément le Pixel 3 va sortir en France. Je pense pas que ça puisse être autrement. Et donc moi aussi je suis invité, donc on se verra tous là-bas et on fera la fête ensemble là-bas, quoi. Et on y sera tous, oui, avec Quentin également qui fera partie de la fête également. Oui. Donc enfin, Google considère le marché français. On sait que pour le Pixel 2 XL, c'est passé à quelques jours et ça a été annulé à la dernière minute. On a apparemment eu connaissance de notices en français pour la deuxième génération. Le 3 arrive, c'est magnifique. On va devoir écouter... Alors juste une petite info rapide. Oui, même si le Pixel 2 et le Pixel 2 XL sont officiellement pas dispo en France, on peut les acheter sur Amazon, hein. Ils sont tout à fait disponibles. Ils sont un petit peu chers, mais on peut les acheter. Je crois qu'ils viennent d'Angleterre. Voilà. Au niveau des spécificités, on est sur le classique fichier haut de gamme qu'on a dit, Snapdragon 845, 4 Go de RAM, voilà. Mais on aura le temps d'en parler, on espère bien les avoir en plateau, je ne lâcherai pas les gens de chez Google, et on repartira au moins avec un modèle à vous montrer, on veut l'avoir sur ce plateau. Jason, il nous reste plus beaucoup de temps, donc on est à 7 minutes environ, un petit peu moins. Je te propose qu'on fasse une petite brève transition pour parler après de la TicWatch Pro. Et le Kikadi aussi. Et le Kikadi juste après, allez. Alors, Jason, je vais te laisser nous donner la réponse du Kikadi. Oui, de très brièvement nous donner le contexte rapide et du coup de passer à la TicWatch Pro. On voulait parler, pour tout vous dire, pour être complètement transparent avec vous, on voulait parler des problèmes de benchmark dont Huawei a été accusé par 3D Mark. On reviendra peut-être sur cette info qui nous a semblé importante, mais là, par manque de temps, on passera là-dessus. Voilà. Tu pourras juste checker sur les réseaux sociaux s'il y a des gens qui ont donné la bonne réponse, mais en tout cas, je vais vous la donner en attendant. Je l'ai pas eu. Bah, du coup, cette fameuse phrase, c'était le community manager de Huawei qui l'a dit sur son compte Twitter. Si Benji peut mettre la réponse, si c'est possible. Hello. Et voilà, écran vert. Du coup, voilà. Thank you. Et donc avec un appareil mystérieux qui sera annoncé le 16 octobre. Voilà, donc cet appareil mystérieux, il n'y a pas trop de mystère, hein, ça va être le Mate 20. Voilà, et le Mate 20 Pro aussi. Tout à fait, Mathieu. Donc voilà, Huawei va tenir une conférence pour annoncer ces deux nouveaux téléphones haut de gamme de fin d'année. Et voilà, ils remercient Apple par rapport à leur conférence où ils ont annoncé des téléphones qui n'avaient pas de véritable changement par rapport à l'année précédente. Et là, Huawei veut mettre en avant qu'eux, ils vont avoir un nouveau design et ils seront en totale rupture avec l'année précédente. Exactement. C'est ce qu'ils disent. Benji a l'air d'être outré. Je suis complètement d'accord avec Huawei, moi. Je suis désolé, complètement. Écoute, c'est moi qui suis à la caméra ce soir. C'est moi. Je te laisserai répondre sur iWeek. En tout cas, ça sera l'occasion de voir la nouvelle puce, le Kirin. La nouvelle puce de Huawei, la nouvelle puce haut de gamme. Est-ce que voilà. Tu dis très bien d'ailleurs. Bravo pour ta première. Ok. Bon, et bah écoute, après il y a eu d'autres. On sait que Xiaomi a aussi un petit peu titillé. Voilà. Donc en Chine, ils ont fait des packs 10S, 10R. Oh, ça se trouve, c'est des X, on ne sait même pas au final. 10 Max. Et en fait, pour le même prix qu'un iPhone, vous pouvez acheter un téléphone,
un PC portable, voilà. Et un bracelet connecté, Voilà, des c'est choses ça. comme ça, des Donc petits packs comme ça. Juste pour troller gratuitement Apple et leur prix excessif. Avec les mêmes noms en fait, pour Voilà. la blague. Alors Jason, maintenant on va parler de la TicWatch Pro. Oui, Ce produit que tu as pu tester, qui est magnifique. donc une nouvelle montre connectée. Si Benji peut mettre la petite vidéo qu'on a fait, une vidéo de 1 minute si c'est Oui, possible. exactement. Magnifique vidéo réalisée par Jason Sur un téléphone, attention. pour la petite chaîne rester connectée, la chaîne qui monte. Et donc voilà, cette vidéo vous donne vraiment les grandes lignes, les caractéristiques dans les grandes lignes de cette montre connectée, et notamment vous explique pourquoi cette montre a 2 écrans. Donc il a un écran OLED pour afficher donc les informations avec Android Wear, et un écran LCD en noir et blanc, tout simplement pour afficher juste l'heure et le nombre de pas que vous avez lorsque vous activez le mode essentiel. Donc dans ce mode là, en fait, la montre va servir vraiment juste à mettre l'heure simplement et mesurer votre rythme cardiaque, et donc grâce à ça votre montre va pouvoir tenir plus de 30 jours environ en autonomie en mode essentiel. Alors comment ça marche, juste ce fonctionnement de switch, et après tu nous diras globalement ton avis. Voilà, donc la montre de base fonctionne sous Android Wear, et dans les paramètres vous pouvez activer tout simplement le mode essentiel. D'accord. Et ça va tout simplement éteindre la partie Android Wear, et la montre va basculer sous un autre OS, on peut dire, où il va juste afficher l'heure et le nombre de pas que vous avez fait durant la journée, et vous pouvez également mesurer votre rythme cardiaque. Et voilà, il n'y a pas besoin de repasser sous Android Wear pour avoir le rythme, c'est une bonne voilà, chose. tu as juste appuyé sur un bouton pour l'enclencher. Et donc j'ai pu tester la montre pendant cet été. Donc je suis parti 10 jours en Italie, donc j'ai pas pris le chargeur avec moi, j'ai juste utilisé le mode essentiel, et le téléphone a tenu sans problème. Et en rentrant en France, j'ai rallumé la montre sous Android Wear, et j'avais 70% de batterie. Ah ouais. Donc voilà. voilà. Bien. Et juste Et comment ça se passe? T'as 2 écrans l'un sur l'autre? Facilement. Alors il y a Nicolas qui demande comment ça se passe. T'as 2 écrans l'un sur l'autre. Oui, c'est comme ça. Voilà, c'est totalement transparent en plus. T'as l'affichage noir et blanc monochrome quand tu en as besoin pour économiser ta batterie, et après tu peux switcher. Alors on doit pas éteindre et rallumer, c'est ça ainsi la difficulté. Enfin si, tu dois passer dans les paramètres et activer le mode essentiel, donc du coup ça va éteindre la montre pour la redémarrer dans le mode essentiel, et pour rallumer tu as juste à appuyer sur le bouton sur le côté et ça va rebasculer sous Android Wear. Donc en fait en gros tu as un système de 2 écrans avec un dual boot. Voilà, plus ou moins c'est à peu près ça l'idée. Et la montre est étanche à l'eau, donc vous pouvez pas faire de la notation, il vous le précise quand même, vous pouvez pas faire de la notation, mais voilà, vous pouvez faire de la vaisselle avec, il n'y aura pas de souci, pas besoin d'enlever votre montre. Ok, le prix combien le vaut? 250 €. Ok, et c'est une montre que tu recommandes alors, du coup t'as aimé? Oui, c'est l'une des meilleures montres Android Wear que j'ai pu tester, de par le fait qu'il a une très bonne autonomie, et moi j'avais pas de souci pour mesurer ma fréquence cardiaque. Ta fréquence cardiaque, parce que tu en as eu déjà avec plusieurs montres où j'avais du mal à mesurer. Eh ben très bien, en tout cas la TicWatch Pro qui est une montre qu'on vous recommande sous Android Wear, qui était vraiment plutôt sympa. Tu as eu beaucoup de chance de la tester. Je vais remercier nos copains qui étaient avec nous ce soir. Quentin, merci pour tout, merci d'avoir été là malgré la distance. Avec grand plaisir. Voilà, avec Nicolas, grand plaisir. Merci beaucoup d'être venu. J'espère que tu auras l'occasion de repasser nous voir. Ouais, je reviendrai, c'était la première fois que je venais, en France du moins, parce qu'on avait fait un truc à Las Vegas. Oui. Ouais, mais en France, c'était la première fois et je reviendrai. Donc, Nicolas Qatar, The Grand Est, allez vous abonner à sa chaîne, c'est très important. Nicolas Qatar. Et voilà. Oh ouais. Et voilà, et il fallait la faire cette blague, et c'était une private joke. Et Quentin. Oui. Voilà les amis, nous, on vous dit à très bientôt, et n'hésitez pas à retrouver les podcasts sur iTunes et aussi également sur Google Podcast, les amis. Suivez-nous, abonnez-vous, soutenez-nous de cette manière, c'est tout ce qu'on vous demande. On vous dit à très bientôt pour une prochaine émission. Bye bye, très bonne soirée à tous. Ciao. Salut à tous.